À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Maxime Switek. Le kiosque d'Europe 1 et toute la bande est là. Émilie Bonneau pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho, Eva Rock qui regarde la télé pour nous. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. On commence avec vos quotidiens nationaux. La Grèce est évidemment partout à la une ce matin. Et un homme tout particulièrement, Alexis Tsipras, le Premier ministre, il lève le poing en première page du Figaro. Le Figaro qui estime que la Grèce fait un grand pas vers une sortie de la zone euro. Un terrible étau financier va se refermer, prédit Gaëtan de Capelle dans son édito. Sauf miracle, le Grexit tant redouté se mettra naturellement en route. Le vote du peuple grec a lancé une mécanique que rien ne semble pouvoir arrêter. Fin de citation. Le jeu de mots du jour, il est une nouvelle fois pour Libération. Écoutez bien, l'oxygène, écrit Libé en deux mots. Oxy, ça veut dire non en grec. Et ce non plonge l'Union européenne dans l'inconnu, d'après Libé. Il y a un quotidien qui est très heureux ce matin, c'est l'Humanité qui salue la levée en masse du peuple grec contre l'austérité. Le journal communiste lance en une cet appel aux créanciers. Maintenant, respectez le nom du peuple grec. Et puis La Croix s'intéresse de son côté à l'impatience des Européens. Et La Croix a demandé à ses correspondants comment chaque pays voyait cette crise. On connaissait la position de l'Allemagne, intransigeante, de l'Italie, de l'Espagne. On apprend par exemple que Chypre se montre solidaire avec son grand frère grec. Une partie de la population juge les institutions européennes trop strictes. Les Irlandais, eux, sont beaucoup moins compréhensifs. Ils ont frôlé la faillite il y a 5 ans avant de subir une cure d'austérité et de se relevé. Puisqu'on est à l'étranger, on va y rester avec la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, et le référendum grec qui est en première page de beaucoup de journaux partout dans le monde ce matin avec les premières réactions après la victoire du non. Oui, et c'est une victoire pour l'Europe. Ça, c'est le point de vue d'un Américain, pas n'importe lequel, Paul Krugman, prix Nobel d'économie et signature du New York Times. Pour lui, nous avons vu la Grèce tenir bon face à une campagne de harcèlement, d'intimidation pour effrayer un peuple, pas seulement pour qu'il accepte les demandes des créanciers, mais aussi pour qu'il se débarrasse de son gouvernement. Un moment de honte, écrit Paul Krugman, pour qui le vote d'hier montre que la démocratie compte plus que n'importe quel arrangement financier. On va en Europe maintenant. Ils écrivent l'histoire, c'est le titre en Allemagne du quotidien de gauche, le Taz. Tandis que dès ce week-end, le Spiegel faisait sa une sur Angela Merkel, femme au milieu des ruines. Si l'euro échoue, son mandat échoue, écrit le magazine allemand. Et ce matin, après le drame continue, constate de son côté le Süddeutsche Zeitung. L'heure de vérité pour l'Europe, nous sommes cette fois en Espagne avec El País. Le soutien massif à Tsipras menace l'unité de la zone euro, estime de son côté El Mundo. C'est un coup dévastateur pour la monnaie unique, ça c'est le Times en Grande-Bretagne. Un cauchemar et un immense challenge pour les leaders européens, ajoute le Guardian. Le verdict d'hier soir plonge l'Europe dans l'une de ses plus graves crises de confiance. Et on sent bien toute l'incertitude qui plane ce matin, en tout cas dans la presse mondiale. Émilie Bonneau, à la une des régions, qu'est-ce qui fait la une de la presse quotidienne régionale, à part bien évidemment le référendum en Grèce? Eh bien toujours la canicule et la température qui monte aux urgences. En une du Progrès de Lyon, 30% d'appels en plus au 15 ce week-end. La chaleur et la dangereuse quête de l'eau, titre La Voix du Nord. 4 jeunes sont morts la semaine dernière dans le département en se baignant dans des plans d'eau interdit. Et puis ça y est, Marcelo Bielsa est de retour, fin des vacances pour l'entraîneur de l'OM en une de la Provence. Fin du suspense parce que ça fait des semaines qu'on se demandait s'il allait revenir. L'histoire du jour, elle est à lire dans l'édition des Yvelines du Parisien. À Villaines-sur-Seine, les riverains de la gare SNCF sont en colère. Et oui, en colère à cause des annonces, vous savez, que l'on entend quand on est sur le quai. Le TGV numéro 3635. Et le problème pour ces riverains, parce que bon là, il n'y a pas de problème. C'est une annonce comme on en entend dans n'importe quelle gare de France. Le problème, c'est que les haut-parleurs de cette gare ont été changés il y a quelques mois et ce n'est plus du tout le même volume sonore. C'est insupportable, raconte Arlette. D'autant qu'en plus des messages habituels, il y a maintenant des pubs aussi. Ça commence à 7h du matin jusqu'à 21h certains jours. Et oui, pub pour le pass Navigo, etc. Ah oui, 15 à 20 messages par heure, diffusés donc très très fort. Une pétition vient d'être lancée et les habitants de Villaines-sur-Seine envisagent de se rendre prochainement à Verneuil, à Vernouillet. C'est également dans les Yvelines où visiblement il y a le même problème dans les gares. Ils sont prêts en tout cas à aller au commissariat porter plainte pour ces nuisances sonores, car pour le moment, eh bien la SNCF, mais on dit c'est trop fort, ouais, nuisance sonore. La SNCF reconnaît un problème et assure que le volume est baissé et les annonces commerciales supprimées
le week-end seulement, ce qui n'est pas suffisant donc pour ceux qui habitent juste à côté de cette petite gare. Ah non, non. Moi, j'aime bien, on y est. Ça me stresse, j'ai toujours l'impression que je vais rater mon train quand j'entends cette musique. Merci Émilie Bonneau. À la une de la presse éco, Axel de Tarlet, Bolloré fait le grand ménage chez Canal+, c'est-à-dire dans les échos. Voilà, puisque vous le savez, un vendredi, le directeur général de Canal+, Rodolphe Belmer, a été remercié, comme on dit. Il est remplacé par le numéro 3. Alors, je pars sous le contrôle des Varrocs. Oui, je vais vérifier ce que vous dites. Allez-y. Voilà. Et vous savez que l'équation, en fait, tout ça intervient à un moment où l'équation économique de Canal+ se complique parce que tout ce qui est foot coûte très cher, est concurrencé par beIN Sport. Tout ce qui est cinéma est concurrencé par les plateformes sur Internet, type Netflix, qui maintenant permettent aux cinéphiles de regarder les films sans passer par Canal+. Et à côté de ça, vous avez toujours les programmes en clair qui, dit-on, sont la vitrine de Canal+. Et ça se justifie en disant oui, ça attire les gens. Les gens ont, du coup, ont envie de s'abonner. En fait, on s'interroge parce que les taux de satisfaction des gens qui regardent les programmes en clair baisse un peu en tous les cas, et donc Vincent Bolloré trouve que ça coûte très cher. Alors il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais il y a quelques chiffres qui circulent. Le Grand Journal serait facturé 120 000 euros, les Guignols par jour, par jour, oui, par jour, voilà. Les Guignols près de 100 000 euros. Faut savoir, il y a 300 personnes qui travaillent aux Guignols. Alors, je cite Vincent Bolloré qui a dit: les émissions coûtent 3 fois plus cher que celles de la concurrence et la concurrence nous a battus. Alors ça, c'est vrai, puisque le programme, le Grand Journal est passé derrière TPMP, vous savez, Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste, voilà. Et puis il y avait C'est à vous, Maxime Soutex, qui commençait à dépasser le Grand Journal. Donc je ne fais aucun commentaire. Mais c'est grâce à qui tout ça? C'est pas grâce à vous. Aucun commentaire. Le tout sur fond de marché publicitaire déprimé, ça fait que ces émissions coûtent cher, elles attirent pas forcément beaucoup de gens, elles perdent en audience, et donc Vincent Bolloré qui se présente comme un actionnaire actif, ça veut dire que il s'immisce dans les choses, voilà. Il met son nez dedans. Alors il voudrait renégocier pour que ça coûte moins cher. En attendant, donc on dit que le Grand Journal à la rentrée pourrait être présenté par Maïtena Biraben, et qu'il pourrait même y avoir un nouveau producteur. On parle du producteur du Petit Journal qui pourrait également avoir en charge le Grand Journal. Est-ce qu'Evaro confirme ces rumeurs tous ces ragots dont on parle? Maïtena, c'est vrai qu'on en parle depuis un moment en fait. Elle avait démenti, mais vu les circonstances depuis vendredi, ça peut changer. Le Parisien en remet une louche ce matin en disant que ce sera elle. Vous l'appelez Maïtena, tout court. Pardon, Maïtena Biraben, excusez-moi, c'est vrai. Dont le producteur est le même que celui du Petit Journal. Exactement. Laurent Bon, pardon. Laurent Bon, puisque l'on parle de télé, Axel de Tarlet, oui, on va parler de télé, avec un documentaire ce soir, Poulidor premier, c'est sur France 3 et c'est à 20h50. Il était le cycliste favori dans le cœur des Français dans les années 70. C'est lui dont on scandait le nom sur le bord des routes. Écoutez un extrait de ce documentaire. Poulidor, bien sûr. Poulidor, il a tous les mérites. Pourquoi vous le préférez, celui-là? Parce que je l'aime. Et oui, parce que je l'aime simplement. Alors Jean-Philippe, pardon, c'est Poulidor, Raymond Poulidor, dit Poupou. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est l'homme de la terre, le paysan qui est devenu quand même la star du vélo. Et alors le début de sa carrière, c'est sa maman qui le raconte depuis la salle à manger d'une modeste ferme. Sa première course qu'il a gagnée avec mon vieux vélo. Et puis les gens lui ont donné un paquet de bonbons pour avoir gagné cette course. Je me rappelle bien de ça. Vous imaginez un peu un paquet de bonbons avec le vélo de la maman. Avec le vélo de maman. Alors, vous allez voir, c'est que le destin de Poulidor est une épopée dans l'épopée du Tour de France, évidemment, dont il n'a jamais porté le maillot jaune, d'ailleurs. Alors, Poulidor, c'était la rivalité avec Anquetil, l'éternelle place de second, on en parle souvent, des chutes à répétition, des soucis techniques, comme si le garçon portait la poisse. Alors, sans ces coups du sort, est-ce qu'il aurait eu une autre carrière? Eh bien, réponse très pragmatique de l'intéressé. Avec des si, on fait beaucoup de choses, mais il est un fait certain que quelquefois, la malchance m'a privé de grandes victoires. La malchance? La malchance, oui. Dans le fond, j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'aurais pu être gravement blessé ou ne plus pouvoir faire du vélo. Alors je me console de cette manière. La chance dans la malchance. Oui, exactement. Alors derrière l'histoire de Poulidor, on redécouvre aussi la France des années 60 et 70. C'est une des raisons pour laquelle le film est très réussi. Alors, il y a un travail d'archives qui est absolument remarquable, le montage est parfait. On plonge dans une espèce de douce nostalgie avec la voix de François Morel sur les images. Alors les images de course, celles de la vie quotidienne des Français et aussi les images de famille, les films de famille de Raymond Poulidor. Et au bout, c'est un documentaire passionnant et assez émouvant, comme si on ne connaissait pas la fin en fait. Même les allergiques du vélo pourraient être captivés
motivée. Mais Non, c'est même sûr. émouvant, Eva Rock, au point que vous auriez pu lâcher une petite larme devant votre Non, écran mais à de télé. force de dire ça, vous avez pensé vraiment que je suis une pleure tout le grosse temps. pleureuse. Solidarité, je l'ai vu, j'ai été Voilà. émue aussi. Voilà, Vous voyez, voilà, comme voilà. ça, c'est Je réglé. posais simplement la question. Merci à vous quatre, c'était le kiosque d'Europe 1.